Bonjour à toutes et tous, je suis Céline Mitton, directrice du pôle Management et Soft Skills et je vous souhaite la bienvenue à notre nouvelle formation Flash. Nous serons en direct pendant à peu près 2 heures et vous aurez la possibilité bien évidemment de poser toutes vos questions dans le chat qui est situé à droite de votre écran. Bien évidemment, vous aurez également accès à cette présentation qui vous sera adressée par Thomas très prochainement. D'ailleurs, c'est Thomas qui nous assistera techniquement pendant toute cette présentation. Aussi, n'hésitez pas à le solliciter si vous rencontrez des problèmes techniques. Pour animer notre formation Flash intitulée « L'impact de l'IA dans la fonction RH », j'ai fait appel à notre expert en transformation digitale, Virgile Fontana. Bonjour à tous. Mais avant d'aborder en détail ce sujet qui nous réunit, permettez-moi de vous présenter brièvement notre groupe M2I Formation. Et on se retrouve juste après. Parce que la formation fait du capital humain le cœur de la réussite entrepreneuriale de nos clients, nous les accompagnons dans une démarche globale grâce à une offre à 360 degrés conçue autour de 4 piliers majeurs. Innover, pour concevoir des expériences et des parcours pédagogiques efficaces, permettre une expérience client réussie pour booster l'interaction et le progrès. Stimuler, c'est anticiper les tendances technologiques et managériales, vous proposer une offre capable de libérer votre potentiel et d'exprimer vos talents. Nous voulons performer, accompagner les entreprises et les individus, co-construire les projets de formation et tirer le meilleur parti des leviers de financement disponibles. Et s'accomplir, se former tout au long de sa vie, enrichir et faire évoluer ses connaissances, se donner toutes les chances d'atteindre son but pour un avenir brillant. Le groupe M2I, c'est plus de 2500 formations. Elles sont toutes disponibles en présentiel et en distanciel et sont animées par nos experts avec la même qualité pédagogique et avec le même engagement. Comme vous voyez à l'écran, nous sommes également implantés sur 35 agences en France, mais également à l'étranger. Nous proposons également des formations qui bénéficient d'une certification et qui sont donc éligibles au CPF. Et notre groupe propose également des formations en alternance. Je vous remercie pour votre attention. Virgile, si tu veux bien, je te cède la parole et on se retrouvera à la fin de ta présentation. Super, merci beaucoup Céline. Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en forme, que le virus nous a pas trop impacté, qui tourne en ce moment. Et donc je vais commencer forcément par me présenter. Hop, voilà, donc Virgile Fontana. Alors, moi, j'ai un volet autour du conseil, du consulting, où en fait, j'accompagne les entreprises, PME, TI, grands groupes sur l'adoption de nouveaux outils, sur la gestion de projets innovants. Et puis, forcément, il y a tout un volet aussi formation depuis maintenant 4 ans, où je vais former différentes équipes sur des sujets. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est on va dire, une grosse spécialisation pour moi qui s'est développée ces derniers mois, ces dernières années, mais également sur des sujets un peu plus atypiques comme le métavers, jumeaux numériques, et puis forcément tout ce qui est outils, LinkedIn, voilà, tout ce qui est des équipes business développeurs ou Instagram, les autres réseaux sociaux. Donc voilà, donc différents sujets. Et donc forcément, je travaille quotidiennement avec les entreprises et donc avec la fonction RH. Et donc, voilà, on va l'évoquer tout au long de l'intervention. Aujourd'hui, le programme, ce qu'on vous a prévu avec Céline, c'est voilà, quelque chose de très, très concret. On ne va pas revenir sur l'historique de l'intelligence artificielle, on ne va pas aller sur de la théorie. Non, tout de suite, on va rentrer sur une mise en contexte autour de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui se passe un peu aujourd'hui? Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, on va essayer d'être assez bref. Et puis après, tout de suite sur des cas d'usage. Voilà, des cas d'usage très professionnels et qu'est-ce qui peut se passer en entreprise. Et puis, ça va nous intéresser aussi de savoir, vous, aujourd'hui, comment ça se passe? Est-ce que vous l'utilisez déjà? Est-ce que vous avez envie d'utiliser? Voilà, on va pouvoir aussi interagir. Et puis enfin, un volet, on va dire un angle de vue qu'on a voulu aborder avec l'équipe de Céline, c'est tout ce qui est la posture professionnelle.
parce que c'est un sujet qu'on évoque au final très très peu aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle et qui est primordial, qui est vraiment très très important quand on veut déployer l'intelligence artificielle en entreprise. Et puis forcément, on fera le lien avec de nouvelles formations M2I qu'on a pu développer avec les ingénieurs pédagogiques de chez M2I. Voilà, on verra comment aller plus loin et bien sûr, il y aura une phase de questions-réponses. J'espère que vous êtes aussi enthousiaste que moi. Alors, ok. Donc, pourquoi est-ce qu'on parle autant d'intelligence artificielle? Il faut commencer par là, parce que l'intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on évoque depuis les années 90, même on pourrait aller beaucoup plus loin si on parle d'un point de vue culturel. Donc, c'est un sujet qui est présent depuis de très longues années. Et pour autant, aujourd'hui, on en parle plus particulièrement. Et donc, ce qui s'est passé de manière très simple, c'est qu'il y a un changement de paradigme. En fait, je trouve ça assez bien illustré par ce tableau. Je vais vous l'expliquer très simplement. En fait, ce qui s'est passé, c'est que fin 2022, voilà, il y a une entreprise, OpenAI, qui a mis en ligne une nouvelle intelligence artificielle, GPT-3, et cette fois-ci qui se base sur beaucoup plus de paramètres, c'est-à-dire sur beaucoup plus de données, en fait, pour calculer ces résultats. Et on voit ici qu'avant, on était sur quelques millions, voire quelques milliards. On est en milliards, on voit sur la partie gauche, sur l'axe, on est en B, en billion. Donc, voilà, quelques milliards de paramètres. Et d'un coup, voilà, GPT-3, 175 milliards de paramètres. Ça a fait vraiment un gap avec les autres intelligences artificielles et c'était vraiment un game changer. Et donc, voilà, ça a été vraiment poudre. Et d'ailleurs, l'objectif pour OpenAI, c'est d'aller sur même GPT-4 qui soit à 100 000 milliards. Alors, on n'y est pas du tout aujourd'hui. Voilà, peut-être que vous avez entendu parler de GPT-4. On est plus autour des 850 milliards de paramètres. Voilà, environ. Donc, GPT-3, fin 2022, janvier 2023, on va dire 175 milliards de paramètres. Aujourd'hui, on est autour des 850-900 milliards de paramètres. Et ça continue d'évoluer, ça continue de grossir, de grandir. Et il se dit même qu'OpenAI travaille déjà sur GPT-5. Donc, on voit la tendance et forcément, ça donne des idées à d'autres entreprises. Pourquoi c'est important? Pourquoi ça a changé beaucoup de choses? Cette évolution des paramètres, la donnée, la data est toujours au cœur des différents projets. Parce que déjà, ça permet à gagner en productivité. On peut automatiser des tâches chronophages. Ça peut aider également pour tout ce qui est reporting, pour la prise de décision. Donc, on voit qu'on peut beaucoup plus collecter de la data, les driver, les diriger, les orienter, et que ça peut aider vraiment sur la partie analytique. Forcément, ça peut apporter des nouveaux services pour les clients, de nouveaux produits. On peut penser à des produits qui commencent à intégrer l'intelligence artificielle et qui se développer de nouvelles lignes. Et puis forcément, on va pouvoir toucher peut-être de nouveaux clients, de nouveaux marchés. On va pouvoir développer de nouveaux business models. Donc voilà, donc la data est très importante et primordiale aujourd'hui. Hop. Et donc, forcément, les entreprises commencent à se dire, là, il y a un sujet majeur pour nous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'intelligence artificielle, il y a plusieurs segments. Il y a toute la partie forcément expérience utilisateur, et ça peut être ChatGPT, que vous connaissez. Mais il y a aussi la partie tout infrastructure avec les cartes graphiques et aussi tout ce qui est interface humaine, human interface, où là on voit le logo d'Apple à droite. C'est parce qu'ils travaillent sur des casques de réalité mixte. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on va pouvoir interagir avec ces intelligences artificielles-là? Donc, petit à petit, on voit que les entreprises commencent à s'emparer du sujet, à choisir leur segment. Est-ce qu'on est plutôt sur une interface classique, plutôt sur l'infrastructure, encore une fois, et ils commencent à se positionner. Et de plus en plus d'entreprises commencent à se positionner. Et voilà, moi, je le vois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, il y a des nouvelles entreprises qui se mettent sur l'intelligence artificielle, qui essayent de développer et attirer leur épingle du jeu. En France, on a un champion qui se veut un champion français, mais même champion européen, c'est Mistral AI. Donc, il faut savoir qu'ils ont fait une première levée de fonds de 105 millions de dollars. Et là, ils ont fait une nouvelle levée de fonds en décembre autour des 300 millions de dollars.
Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important. On voit que les moyens sont mis en place. C'est des anciens de Google. Voilà, c'est vraiment très technique. Et donc, l'ambition, eh bien, c'est d'aller concurrencer OpenAI, justement, sur ces intelligences artificielles nouvelle génération, génératives, et qui intègrent beaucoup de paramètres. Alors, aujourd'hui, il semble que Mistral, donc il y a deux versions. Il y a une version à 7 milliards de paramètres, une version à 45 milliards de paramètres qui vient de sortir. Donc voilà, si on se compare par rapport aux autres concurrents, que ce soit chez Google, que ce soit chez le groupe Meta, que ce soit chez OpenAI, Microsoft et tout, on en est encore loin, mais néanmoins, voilà, on commence à avoir un champion européen qui se dégage, et voilà, c'est quand même très positif. Et puis également, eh bien, il y a un fonds de recherche qui a été lancé en décembre. Alors, c'est Xavier Niel, toujours lui, avec Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, avec un troisième entrepreneur dans l'import-export, qui ont décidé de lancer donc un fonds de recherche autour de l'intelligence artificielle, de créer un super ordinateur, calculateur, et donc chacun met 100 millions de dollars, donc ça fait on va dire un package de 300 millions d'euros, pardon. Et donc, voilà, l'objectif, eh bien, c'est de faire évoluer la recherche, on va dire être attractif pour des chercheurs aussi en data science, et que ça puisse attirer et développer l'intelligence artificielle en Europe. Donc, je disais, le fonds est autour de 300 millions d'euros. Donc, c'est sûr, si on regarde par rapport à OpenAI, qui à la base était aussi également un fonds de recherche, et Microsoft qui a mis d'abord 5 et puis 10 milliards de dollars, voilà, c'est sûr qu'on n'est pas à la même échelle. Mais encore une fois, voilà, on fait évoluer et avancer la recherche en France, c'est assez important. On veut quand même ne pas être hyper dépendant des acteurs, que ce soit américains et peut-être bientôt aussi chinois. Une actualité qui commence à dater de quelques mois, mais je voulais quand même vous la partager. Il faut se dire les choses en transparence, de vous à moi, voilà, on est entre nous, mais aussi, pourquoi pas, avec vos équipes. Il y a une entreprise dans le secteur média, journalistique, qui a été rachetée par un groupe américain, et il se trouve que, eh bien, il y a eu un plan de mutation technologique, voilà. Donc c'est pour pas dire voilà, un licenciement stratégique, mais en tout cas, il y a des collaborateurs qui se sont fait remplacé entre guillemets par l'intelligence artificielle, mais en réalité c'est par des personnes qui maîtrisaient l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un peu la nuance, si on peut le dire, mais en tout cas ça pose la question de comment est-ce que je peux être complémentaire avec l'intelligence artificielle, comment est-ce que je me positionne par rapport à cet outil qui n'est qu'un outil, pour justement rester aussi attractif d'un point de vue du marché de l'emploi. Et puis enfin, eh bien, il y a l'IA Act, donc c'est le 8 décembre 2023, où le Conseil et le Parlement européen se sont mis d'accord autour d'un texte de loi, voilà, qui devrait être adopté prochainement. Et donc c'est un texte eh bien, qui voudrait réguler l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc ils se sont positionnés sur les risques que peuvent induire l'intelligence artificielle. Par exemple, deepfake, donc cette idée où on remplace le visage d'une personne par une autre, c'est un risque modéré. Donc c'est simplement une question de transparence, de dire attention, c'est une deepfake. Mais il peut avoir des usages beaucoup plus risqués, tendancieux d'un point de vue de cybersécurité, où là justement c'est très important de faire attention à comment est-ce que une solution peut être développée. Et forcément, on pense à tout ce qui est RGPD. Pour vous donner aussi un ordre d'idée, je trouvais ça intéressant, le Conseil et le Parlement européen ont défini l'intelligence artificielle, je me suis noté, donc la définition d'intelligence artificielle pour le Parlement européen, il s'agit de la possibilité pour une machine de reproduire des comportements liés aux humains, tels que le raisonnement, la planification et la créativité. Voilà, donc c'est pour eux la définition de l'intelligence artificielle. Et donc on voit que c'est un sujet aussi important, parce que c'est entre eux, il faut rester compétitif par rapport aux Américains et encore une fois aux Chinois qui vont arriver, et en même temps, eh bien, il faut se préserver, se protéger. Voilà.
Et donc à présent, je pense qu'on va passer à quelque chose qui va fortement vous intéresser, mais on va passer à des cas d'usage. Mais déjà, moi ce qui m'intéresserait, serait justement de savoir, là, si vous pouvez mettre dans le chat, est-ce que vous utilisez aujourd'hui l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est une réflexion que vous avez en interne? Est-ce que vous êtes sensibilisé? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre quotidien professionnel, dans vos tâches, vous commencez à l'utiliser ou pas encore? Alors, on vous laisse répondre dans le chat si vous voulez bien. Laure nous dit oui, je suis abonnée à ChatGPT 4. Super. Merci Laure pour votre témoignage. Hélène qui dit oui, je l'utilise souvent. Virginie, oui, on l'utilise. Aurélie, non, pas du tout, mais réflexion en cours. Ok, super. Peut-être qu'à la suite de ce webinaire, Aurélie, vous allez vous jeter dessus. Sophie, pas pour moi. Ok. Amélie, on utilise ChatGPT très souvent. Ok. Mellane qui est en réflexion également. Frédéric, trop peu encore. Okay. Manon qui nous dit pas du tout négatif. Chloé, j'utilise régulièrement Bard. Ok, original. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme témoignage? On a également Nadège, notre département marketing commence à l'utiliser pour la rédaction et la communication concernant des articles. Super, Nadège, c'est vrai que moi j'échange beaucoup avec des agences marketing comme forcément parce qu'ils sont impactés vraiment directement par la génération de textes. N'hésitez pas si vous avez des questions et là-dessus, voilà, il y aura mes coordonnées, voilà, n'hésitez pas. Ok. Claire, pas du tout. Jérôme, non, pas au niveau RH, nous dit Jérôme. Ok. Cécile, non, pas encore. Justine, pas encore non plus. Aurélie, non plus. Okay. François Bertrand, non, pas du tout. D'où l'intérêt de ce webinaire. Très bien. François Bertrand, on espère également vous faire envie, vous donner envie. Adeline, je ne m'en sers pas du tout. Elodie, à titre personnel, surtout pas encore à titre professionnel. Ok. Bon, très bien. Voilà, on a également ça. Vous êtes nombreux à témoigner, merci. Alors, peut-être Amélie qui nous dit oui, je l'utilise dans mon métier de RH, je l'utilise comme un assistant pour mes synthèses de réunion, corriger des fautes ou avoir des idées autres. Super, ok. Génial. Priscilla qui nous dit uniquement pour la création de messages de chasse sur LinkedIn. Ok. Voilà, Mathilde occasionnellement, Jérôme réflexion. Je dirais que, tu vois, Virgile, c'est presque du 50-50 comme ça, à chaud, tu vois. Mais c'est déjà incroyable et on voit l'évolution de l'appropriation de l'intelligence artificielle. Il y a quelques mois, je pense qu'on aurait été beaucoup moins que 50%. Donc c'est déjà super et puis très intéressant, beaucoup de chat GPT aussi. Ok, parfait. Justement, alors, on va aller voir différents cas d'usage. Voilà, sur les cas d'usage, j'aimerais qu'on ne parle pas forcément d'outils pour le moment. Voilà, l'idée, c'est pas de. J'ai pas envie de vous dire, il faut utiliser tel ou tel outil. On va déjà s'intéresser à quels sont les cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok. Je pense que ça, déjà, c'est important. Et après, on pourra rentrer un peu dans le détail sur, OK, mais pour faire ça, quels outils parce qu'en fait, derrière, c'est quels sont les outils qui sont adaptés à mon organisation. Voilà. Mais déjà, s'intéresser à qu'est-ce qui est possible de faire. Alors, forcément, j'ai entendu beaucoup de génération de textes. OK, donc, avant d'aller sur la génération de texte, moi, j'avais envie de parler de la génération d'images. Donc ça, voilà, ça c'est un usage qu'on peut faire un peu personnel, où on peut s'amuser à dessiner, faire du street art. Mais si on rentre dans le cas d'usage professionnel, donc on a vu petit à petit des agences immobilières aussi, peut-être vous l'avez vu sur Instagram, commencer à vraiment mettre des intérieurs comme ça. Et effectivement, une personne le disait, ça donne des idées. Okay, toujours l'objectif, c'est d'être inspiré et que ce soit un partenaire qui nous inspire l'intelligence artificielle. Et donc, voilà, moi, j'ai pu échanger aussi avec des designers qui ont commencé à travailler sur des produits
voilà, où justement on retranscrit certains matériaux, certains designs, certains plans, certaines coupes, peut-être aussi dans certains environnements. Donc on voit aussi que il n'y a pas que les équipes, parce que souvent on se dit, ok, ça va être sur la génération de texte, les équipes marketing, mais également, moi je le vois, des designers produits commencent à vraiment s'approprier l'intelligence artificielle pour trouver des idées. Également, il y a tout ce qui est de la mise en situation de produit, c'est-à-dire qu'on va prendre un produit, quel qu'il soit, et on va créer tout un environnement, une présentation commerciale autour. Donc, voilà, donc à gauche et à droite, ce sont donc des produits qui ont été mis dans une image générée, voilà, donc totalement créée. Et ça peut permettre également même de donner des idées à des photographes aussi. Si on travaille beaucoup avec des photographes, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Également tout ce qui est forcément logo, plaquettes commerciales, site internet. À gauche, c'est un site internet pour une marque de café. Donc voilà, ça peut pareil donner des inspirations. Également, je vais vous partager cette petite anecdote. Alors en fait, c'est un ami qui travaille dans le vin et qui a pas du tout qui a du mal à trouver en tout cas des images libres de droit sur ce secteur-là. Parce que voilà, des fois, sur certains secteurs, c'est compliqué de trouver des images libres de droit. Et puis aussi, on tombe tout le temps sur les mêmes images libres de droit. Et donc, voilà, là, il a pu faire comme ça des personnes qui portent du vin, ou en bas à droite, une petite image rigolote là-dessus, pour les réseaux sociaux. Également, il y a tout ce qui est packaging. Voilà, donc dans différents styles, dans différents coloris, sobre, original. Donc voilà, aussi pour les équipes market. Alors ça, je vais vous partager une vidéo. Voilà, c'est un autre cas d'usage. Donc là, on a vu effectivement, on peut générer des images. Ça, ok, c'est intéressant. On a vu un petit peu, ça touche beaucoup tout ce qui est packaging, design produit et tout. Et là, en fait, je veux vous montrer ce qui se passe en ce moment vraiment dans des entreprises qui commencent à construire des SAV aussi avec l'intelligence artificielle, qui peut donc générer des voix. Voilà, on regarde ça ensemble. Hello. Hello, this is Alex from Science. I am the assistant of Sean Oram. He's in sales development here at Science, and he asked me to reach out to you. How's your day going so far? It's going pretty good. Hey, Alex, I'm a little busy right now. I totally understand. Donc effectivement, ce que vous avez entendu, c'est que la femme était donc une intelligence artificielle. La personne, donc là c'était une commerciale. Mais ce que je vois dans des entreprises, effectivement, c'est que la voix, le vocal commence à être de plus en plus naturel. Et effectivement, on commence à avoir une IA qui s'adapte vraiment aux besoins du client. Et donc, on peut imaginer peut-être demain aussi des entretiens téléphoniques, des pré-entretiens, bien sûr, comme ça. Voilà, c'est en train vraiment de se développer. Je vais vous montrer une autre vidéo. Donc, on a vu que l'IA peut générer des images, peut parler, et donc forcément aussi entendre, et ça va être en lien avec une personne qui parlait des comptes rendus, je crois. On regarde la vidéo et on en parle juste après. Monsieur Fontana, je vous ai envoyé ce petit lien Teams suite à votre sollicitation sur notre site web. J'ai pas bien compris. Si vous pouvez reformuler rapidement votre besoin, juste pour savoir, en gros, vous êtes entrepreneur, vous êtes propriétaire de votre bien immobilier. Et voilà. Et là, vous n'êtes pas marié encore, mais peut-être que voilà. Enfin, en gros, voilà. Donc vous êtes au début de votre carrière entre guillemets, entrepreneur. Et vous avez déjà votre résidence principale. Et du coup, vous avez un petit peu d'argent et puis vous voulez faire des choses avec, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, je pense que ma situation est un peu atypique, ou alors en tout cas, vous allez me le dire. Effectivement, je suis entrepreneur depuis plusieurs années. Effectivement, l'IA donc peut entre guillemets évidemment entendre. Et donc c'est important ça parce que là justement je travaille avec beaucoup d'entreprises qui veulent automatiser, en tout cas accélérer la prise de notes et tout ce qui est compte rendu. Et donc effectivement il y a des briefs clients, des rendez-vous clients, des rendez-vous internes aussi des équipes où l'IA va, donc on va enregistrer l'audio et puis ça va retranscrire cet audio. Là, je peux vous dire le nom parce que quand même, pour moi, il y en a un qui est vraiment qui sort du lot, c'est Whisper, qui est en fait le cousin
de ChatGPT, où du coup, ça va retranscrire en fait l'audio. Et derrière, une fois en fait qu'on a la prise de notes, bah, après, on peut mettre ça dans l'intelligence artificielle pour faire des comptes rendus. Et donc, on voit qu'il y a de plus en plus de plugins aussi également dans les webinars, dans les visioconférences, pour pareil avoir en fait ce petit partenaire IA qui va retranscrire l'audio et après on va pouvoir passer à la moulinette pour faire un compte rendu. Donc l'IA peut donc générer des images, parler, entendre et également ce que je voulais vous partager, c'est l'IA commence à faire du clonage de visage. On regarde la vidéo ensemble. This incident symbolizes the origin of the term bug, commonly used in computer science. In the early days of computer programming, a significant historical anecdote is known as Grace Hopper and the bug. In 1947, at Harvard University, Rear Admiral Grace Hopper was working on the Mark II computer. One day, the system stopped working, and technicians discovered a moth. Voilà, alors je ne sais pas si ça avait été, si ça a bien été, si on l'a bien senti, mais effectivement, en fait, ces deux personnes, donc, comment dire, c'est ces deux clonages en fait de visage. Voilà, il y a en fait une personne qui s'est filmée, voilà, qui s'est prise en vidéo et qui sous plusieurs angles, voilà, qui a parlé également. Et puis il a pu comme ça créer deux avatars IA ou visage. Et derrière, en fait, il y a juste à écrire le texte qu'il souhaite que l'avatar puisse dire. Et derrière, comme ça, il va pouvoir avoir une vidéo, encore une fois, sous différents angles de lui. Et donc, ça, moi, je commence à avoir des demandes sur tout ce qui est des partages d'informations en interne, parce qu'aussi, on peut changer la langue. Voilà, ça, c'est quelque chose, voilà, quand il y a une personne qui n'est pas très à l'aise avec l'anglais, le japonais, ces choses-là, voilà, c'est quelque chose qui peut se faire et qui peut être intéressant. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose également qui se développe énormément. Hop, également un autre cas d'usage où là justement je vais vous partager mon écran et on va tenter quelque chose qui normalement se fait jamais, on va essayer de faire quelque chose en live. C'est donc que l'IA peut voir, visualiser les images. Donc là en fait on voit un texte manuscrit, un texte écrit et donc je vais essayer de vous montrer hop en direct. Alors hop, on va tenter quelque chose. Alors, je vais déjà prendre l'image. Voilà, je la prends juste. Voilà, c'est bon. Hop. Alors, on va aller sur GPT-4. Voilà, il y en a qui l'utilisent, c'est parfait. Et je vais vous montrer quand même la puissance quand même de ces outils-là aujourd'hui. Reconnaissance d'image. Je ne vais pas donner prompt, évidemment. Je crois pas qu'il va y arriver. Tac, tac, tac. Okay. Ok. Donc, je vais demander en fait, qu'est-il écrit, tout simplement. Hop. Et donc, on voit en fait là, c'est vraiment un texte. Avant, ça aurait été extrêmement compliqué, voire impossible pour une IA d'arriver à lire ce qui est écrit. Et donc, on voit sur les documents, on pense forcément aux documents comptables, mais au-delà de ça, effectivement, il y a plein de documents qu'on pourrait scanner et derrière, effectivement, on va pouvoir retranscrire. Et une fois qu'il a réussi à voir et à comprendre de quoi il s'agissait, et là, effectivement, il a parfaitement compris, encore une fois, c'est là où on va pouvoir retravailler sur le document directement et lui demander certaines choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de voir l'image, il peut également interpréter. Alors là, du coup, je voulais vous montrer quelque chose d'un peu rigolo. C'est en fait, là, par exemple, je prends une image et au lieu de lui dire qu'est-ce que c'est comme image, je vais dire pourquoi cette image est drôle. Et donc, il va pouvoir... Hop, ça va assez vite. Normalement, ça va être bon. Ouais, c'est bon. Hop. Et donc, effectivement, à partir de là, non seulement, en fait, il décrit une image, mais il l'interprète. OK. Donc, okay. Donc là, effectivement, donc c'était en fait donc un chat avec une perruque, OK,
pas mal ma nouvelle coupe, ok. Et donc, il me dit effectivement, cette image est drôle parce qu'elle joue sur l'anthropomorphisme, donc on constitue attribuer des caractéristiques humaines à un animal, ici un chat, avec une perruque blonde qui semble très fière de sa nouvelle coupe de cheveux. C'est l'absurdité de la situation qui est amusante. Voilà, donc on voit effectivement qu'il arrive à sortir des concepts, en fait, des images, et ça peut être très, très important et intéressant. Et donc, forcément, également, eh bien, ce qu'on voit, c'est le textuel. Voilà. Vous le savez maintenant, tous, effectivement, l'IA peut générer du texte. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça aussi des IA génératives. Et donc, voilà, pour ceux qui ne voient pas bien de quoi il s'agit, pareil, je voulais vous montrer un exemple très concret. Je vais vous montrer juste 2-3 exemples là-dessus. Donc, imaginons effectivement que je lui demande de me rédiger un mail. D'accord? Là, je lui demande de me faire une séquence de 3 mails de prospection. Voilà. Donc, après, on peut se l'approprier, s'imaginer des mails RH, autres. Mais voilà, là, je lui fais une requête, une demande, où je lui dis en fait le nom de l'entreprise, où je lui demande un peu, intègre dans tes mails certains éléments, utilise un ton formel, voilà. Et donc derrière, comme il est quand même très puissant, il a compris de quoi il s'agissait, il est parti donc sur le mail 1. Voilà. Et donc moi, c'était autour du secteur de la food, donc il a très bien compris. Et après, il va pouvoir partir dans le style que je veux, de la façon dont je le souhaite. Voilà, il m'a intégré des livres blancs, ces choses-là. Et donc, après, il peut enchaîner. Et donc, l'objectif, c'est toujours de faire la bonne requête pour après avoir les bons mails. Mais, pour vous, encore une fois, ça peut être très bien. On peut par exemple imaginer l'entreprise Cartoon Design recrute, cherche un comptable, tac, rédige une offre d'emploi. Ok, là je fais exprès, là je donne aucun élément, d'accord. Là l'idée c'est pas forcément de prendre du temps là-dessus. Donc là, moi je l'ai formé en fait pour avoir un certain style d'écriture, d'accord. Mais encore une fois, on peut lui demander un certain ton, on peut lui demander certaines parties, certaines structures. Et donc, vous voyez que là, effectivement, il est en train de me le rédiger de la façon dont moi je lui ai demandé au final. Et donc, derrière, ça peut faire gagner énormément de temps sur vos différentes tâches rédactionnelles, encore une fois. Et pareil, comme on est dans le même canal de conversation, je peux très bien lui dire refais, hop, sur un ton formel. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, on va dire un animal domestique qu'on va éduquer. Voilà, on va un peu l'orienter au fur et à mesure et lui donner de plus en plus d'éléments pour qu'il comprenne vraiment ce que nous, on souhaite. Et après, derrière, une fois qu'on a bien la bonne méthode, il n'y aura plus qu'à lui redemander une offre d'emploi pour un autre poste, autre chose, et donc il va pouvoir réappliquer en fait ce qu'il a appris précédemment. Voilà. Également, ce qu'il faut savoir sur l'intelligence artificielle, ce qui est possible de faire, eh bien, c'est qu'il peut, on voit le trombone en fait partir de certains éléments, de certains fichiers. Donc, par exemple, si on part sur une offre d'emploi comme ça, là, donc sur effectivement un poste de comptable, voilà. Donc, je vais le fermer, ok. Et donc, je vais pouvoir l'intégrer directement ici, voilà. Et je vais pouvoir lui dire, eh bien, reformule cette offre d'emploi. Donc, on peut partir comme ça directement de fichiers. Voilà, où en fait, il va pouvoir analyser, effectivement, on le voit ici, le fichier. Et comme il arrive à le lire et à le comprendre, il sait très bien de quoi il s'agit et il va pouvoir après eh bien exécuter la tâche. Voilà. Encore une fois, peu importe l'outil, là je suis sur ChatGPT parce que c'est beaucoup plus simple, tout le monde le connaît, voilà, mais on pourrait aller beaucoup plus loin. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut aussi
et ça peut être important, analyser les fichiers Excel. Donc là, par exemple, on a sur un fichier Excel de la gestion de stock classique, avec différents produits et différents prix. Et donc derrière, voilà, je vais pouvoir vous montrer. Hop, tac, le document, il est là. Hop, voilà. Et donc ça, c'est pour vous montrer que si on va pouvoir utiliser les outils comme Excel, là, plus besoin de rentrer une formule. Là, je lui dis combien de produits ont été vendus en 2022 en ligne. Voilà, ce qu'il y avait aussi le canal. Tac. Et donc, ça suffit. Voilà, il n'y a plus à faire des filtres, à faire des formules ici, etc. Voilà, ça va être vraiment sous forme de questions simples. Il va pouvoir analyser le fichier et pouvoir me sortir les différents éléments. Si le live marche bien. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'il est en train d'utiliser un code, d'accord, pour rentrer dans le fichier, pour aller chercher les informations pour nous. Et après, voilà, il va pouvoir me sortir les bonnes informations. Et donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous ces éléments-là que j'ai pu vous montrer, eh bien, les outils comme Microsoft ou Google, hein, on parlait de Bard, on le voit ici, c'est l'IA de Google, avec une autre qui arrive, Gemini, eh bien, ils commencent en fait à les déployer, à les verser dans les différents outils. Donc, ça peut être effectivement dans la suite Office, là où ça commence vraiment à arriver. Il y avait Copilot, et là, on commence à voir vraiment avec Copilot dans la suite Office de l'IA. Donc, si vraiment vous utilisez la suite Office, il faut s'y intéresser à justement comment est-ce que sur Word ou sur les autres outils, eh bien, on peut utiliser l'intelligence artificielle de manière native, pas besoin d'aller sur un outil tiers. Et forcément, Google Workspace. Et donc, on va voir demain sur Gmail, sur Google Drive, vraiment des IA qui sont de plus en plus présentes. Et forcément, là, je voulais vous montrer un exemple, mais pour vous le décrire, en fait, dans Outlook, demain, comme il y aura l'intelligence artificielle, et donc comme Microsoft est en fait actionnaire majoritaire d'ailleurs de OpenAI, qui fait ChatGPT, eh bien, on pourra, dans Outlook, pré-générer des mails. Voilà. Donc, ça pourra effectivement faire gagner énormément de temps là-dessus. Un autre usage aussi que je voulais partager avec vous, eh bien, c'est ce qu'on a déjà un peu vu, mais qui commence vraiment à se développer, c'est avec de la réalité virtuelle. On regarde la vidéo et je vous en parle juste après. I mean, I'm actually almost at a loss of words. This is just so incredible. This is truly incredible. I hope that people like watching this can get a glimpse of like how incredible it is. It really feels like we're in the same room. Like there is that, I guess there's an uncanny valley that seems to have been crossed here. Like it looks like you. Yeah. And it can basically send an encoded version of what you're supposed to look like over the wire. So in addition to being photorealistic, it's also actually much more bandwidth efficient than transmitting a full video or especially a... Un personnage, enfin Mark Zuckerberg, il y avait donc lui effectivement avec le casque, lui à côté ou avec tous les points que le casque arrivait à retranscrire et après derrière effectivement la réunion en réalité virtuelle. Pour vous dire, effectivement, moi je vois de plus en plus des entreprises qui mettent en place des événements dans des environnements virtuels. Voilà, parce que souvent on se dit le métavers est mort. Ok, c'est pas du tout que le métavers est mort. Au contraire, il y a encore des développements. C'est juste que l'intelligence artificielle est devenue une priorité. Mais Carrefour a déjà fait des entretiens de recrutement en réalité virtuelle. Et donc, forcément, il faut se projeter et se dire, voilà, demain, la réalité virtuelle, le métavers, entre guillemets, qui est en fait un environnement immersif, virtuel, numérique, va à la rencontre de l'intelligence artificielle et c'est ce qui est en train de se passer avec là Apple qui va déployer ses propres casques de réalité mixte. Et donc, effectivement, c'est certain que demain, on aura de plus en plus d'événements dans des environnements virtuels et forcément des réunions également
qui permettra en fait par rapport au webinar, comme là on peut faire un peu en visioconférence, ce sera beaucoup plus immersif, beaucoup plus interactif. Ça va retranscrire aussi les émotions beaucoup. Donc également, il faut s'intéresser à ce qui se passe en termes de entretien, team building, événements virtuels. Et puis également, voilà, pour terminer aussi sur les cas d'usage, je voulais vous parler donc on a vu la réalité virtuelle, et donc là il s'agit de la réalité augmentée. Voilà, on regarde la vidéo et je vous en parle aussi après. Airbus is a company designing, manufacturing and servicing commercial aircraft, helicopters, military aircraft, satellites and launch vehicles. Well, for the coming years, our challenges are huge. We have in the last 40 years delivered 10,000 aircraft, and we have to deliver twice that amount in the next 20 years. To face this challenge, we intend to make an intense use of mixed reality, and that's why we've started partnering with Microsoft. Mixed reality can help us to increase quality, safety and security. By having the right information in front of the eyes, the level of human error is significantly reduced. And in aerospace, an increased quality is an increased safety. I think the maturity of the services like Azure Remote Rendering of special anchors is key to give us the guarantee that we adequately use the HoloLens 2. I mean, it's key to have the right data flow. C'est vrai que effectivement, si vous voulez, la réalité augmentée, c'est plutôt la science-fiction un peu à la Minority Report dans les industries, dans la maintenance. C'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé. Donc voilà, donc il y a énormément effectivement de cas d'usage très différents au niveau donc d'intelligence artificielle, et on en a vu vraiment beaucoup très très variés. Et donc voilà. Avant d'aller et de passer un peu plus sur la partie RH, moi, je vais quand même m'arrêter sur un certain point. C'est quand même, déjà, l'IA peut se tromper. Voilà, c'est important de se le redire et vraiment de l'avoir en tête. Pourquoi ? Parce que, en fait, l'intelligence artificielle ne prend pas de recul sur ce qu'elle écrit. Elle calcule, en fait, elle fait des réponses par rapport à des calculs probabilistiques. Donc, elle se dit tel mot a 90% de chance d'être bon après tel mot, c'est tout. Mais elle ne prend pas de recul par rapport à ça. Donc c'est toujours important, toujours de se dire, elle peut se tromper et il faut toujours vérifier. Et il faut toujours avoir ça en tête aussi, ça peut rassurer les équipes également. Encore une fois, on ne va pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Ensuite, effectivement, l'IA peut être, moi j'aime bien cette idée de thinking partner. On en parlait aussi un peu avec le chat. C'est vrai qu'il faut voir l'intelligence artificielle comme un partenaire qui va nous inspirer dans nos idées, dans nos créations. Et voilà, ça reste un partenaire. Après, il faut réfléchir à comment l'intégrer dans notre process, dans notre équipe, mais ça reste un partenaire. Et puis également, donc les IA évoluent constamment. Voilà, tout à l'heure je disais, il y a Bard, il y a Gemini qui arrive aussi bientôt. Voilà, Google va très vite. Il y a aussi le groupe Meta, là, qui, en 2024, veut lancer beaucoup plus de puissance au niveau de l'intelligence artificielle qu'ils ont pu faire. Voilà, ils ont déjà délivré une, mais on voit que ça va beaucoup plus vite. En France, avec Mistral aussi, ça va beaucoup évoluer. Et puis forcément, après, tout ce qui est ChatGPT, OpenAI. Donc, ça évolue très, très, très vite. Et c'est important que vous preniez, en fait, la réflexion de vous dire comment est-ce que je peux me faire ma veille numérique. Voilà. Parce que ça peut encore une fois évoluer même sur les fonctionnalités. GPT-4, par exemple, récemment, a beaucoup évolué et donc on pourra également en parler. Et puis, ça prend du temps à être maîtrisé. Par exemple, pour faire une rédaction, par exemple, je pense à un mail ou une offre d'emploi, entre quelqu'un, en fait, il y a plusieurs niveaux, entre une personne qui va simplement écrire « fais-moi une offre d'emploi comme je l'ai fait », pour un comptable chez telle entreprise. Et puis ensuite, eh bien, la façon dont on va écrire une requête efficace, ou alors la façon dont on va utiliser un outil, ça peut prendre du temps à être maîtrisé. Et il ne s'agit pas de juste, en fait, avoir l'abonnement, par exemple, ChatGPT, pour dire qu'on le maîtrise vraiment. Et puis forcément, il faut toujours se rappeler que les IA, le résultat
peuvent être aussi bons que les données qui les alimentent. Donc, si forcément on leur donne de la donnée, de la data qui sont fausses, eh bien, le résultat peut être derrière biaisé, forcément. Est-ce que, voilà, jusqu'à présent, là, il y a des personnes qui ont des questions dans le chat avant de passer à Posture Professionnelle? Oui. Oui, Virgile, on a quelques questions, si tu veux bien. Justine, qui nous demande, toutes les images créées par ces outils sont-elles des images libres de droit? Très bonne question, et une question très, très importante. C'est une question qui revient souvent. Et je m'étonne effectivement qu'on n'ait pas pu se communiquer là-dessus. Alors en fait, ce qui se passe actuellement, c'est que il y a un peu un flou juridique. Ok, déjà il faut se le dire. Mais au-delà de ça, ce qui se dit, c'est que une IA ne peut pas se dire détentrice de droits d'image en fait. Ok, parce que c'est une intelligence artificielle. Elle ne peut pas être propriétaire. Néanmoins, il faut en fait se référer au CGU, en fait à l'utilisation de l'outil. Si on prend par exemple un outil de génération d'images connu comme Midjourney, ce qui est écrit dans la CGU, c'est que en fait clairement ceux qui génèrent des images ne peuvent pas se dire non plus propriétaires de l'image générée, d'accord? Donc l'IA n'est pas propriétaire de l'image, néanmoins nous on ne peut pas se dire propriétaire de l'image. Par contre, derrière, si vous modifiez l'image générée, eh bien, forcément, là, par contre, vous pouvez vous dire propriétaire à partir d'un certain moment. Encore une fois, il y a un flou juridique. Mais l'image qui sort telle quelle de l'IA comme Midjourney ou Adobe Firefly, pour ceux qui connaissent, eh bien, on ne peut pas se dire propriétaire. Merci Virgile. Hélène nous demande, est-ce que tu peux nous redire comment s'écrit l'outil de retranscription de l'audio? Pardon, oui. Alors, c'est Whisper et en fait, ça s'écrit W-H-I-S-P-E-R. Whisper. Donc, qui encore une fois est une solution de OpenAI et qui est très puissante. Honnêtement, moi, j'ai été impressionné par la puissance, à quel point ça arrive à retranscrire. Alors, évidemment, ce ne sera pas du 100% parce que peut-être dans votre métier, vous utilisez un certain jargon technique, il faudrait le pré-rentrer. Et puis, au-delà de ça, il y a certains mots, voilà, ça ne peut pas être à 100%. Mais par contre, premièrement, c'est vraiment très, 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 très fort. Et ensuite, quand on donne la prise de notes à manger à une intelligence artificielle comme ChatGPT par exemple, en fait, ChatGPT arrive à remettre en contexte les éléments. Donc, arrive quand même à se dire, OK, tel mot, je pense que c'est mal orthographié et je pense que ça veut dire tel mot. Donc, aussi, quand même, cette double lecture est intéressante. Et quand on arrive à, en fait, le but du jeu, c'est toujours de imbriquer ces deux outils-là pour partir de l'audio jusqu'à avoir un compte-rendu comme on le souhaite, bah voilà, c'est gagné. Et c'est ce que je mets en place en ce moment dans les entreprises. Alors, tu as un peu répondu à la question d'Estelle qui te demandait justement si la transcription était de qualité. Alors, pour compléter mon propos, il faut savoir que donc il y a plusieurs outils pour la retranscription. Google en a un, et même chez Whisper, il y a plusieurs types de modèles. Ok, donc il y a des modèles qui vont plus vite dans la retranscription, mais qui sont un peu moins performantes, et il y en a qui prennent un peu plus de temps et qui sont plus performantes. Honnêtement, moi j'ai fait plein de tests, et j'ai fait des tests, quand je veux dire des tests, j'ai fait des tests aussi en entreprise, où en fait on a fait des réunions, on a pris l'audio et on l'a intégré dans Whisper, et ce que je peux vous dire, c'est que c'est très fort. Honnêtement, c'est très très fort. Autant voilà, il y a plusieurs mois, voire un an, je vous aurais dit c'est trop risqué, c'est trop faible. Mais là, ils ont réussi à passer encore une fois un cap parce qu'ils ont un budget énorme et c'est vraiment très très fort. D'accord. Aude, qui nous pose une question sur le clonage du visage. La data de départ est une vidéo de la personne ou une photo? Je n'ai pas bien compris.
Alors, pardon si j'ai pas été très clair. En fait, c'est une personne qui va se filmer, et donc c'est effectivement une vidéo. Et donc, en gros, on va pouvoir se filmer sous différents angles, et également on va pouvoir parler pour justement, en plus du clonage de visage, avoir un clonage de voix. Et comme ça, toujours dans cette idée qu'il faut éduquer l'intelligence artificielle, hein, on se redit toujours ça. Moi, par exemple, j'ai fait un test où j'avais fait, je crois, peut-être 3 minutes de vidéo, et ça avait fait un clonage de visage intéressant, mais pas non plus bluffant. Voilà. Donc, à partir du moment où on arrive à bien éduquer l'intelligence artificielle, qu'on donne plusieurs vidéos, plusieurs angles, eh bien, on peut avoir des choses très, très intéressantes. Et encore une fois, une fois qu'on a cloné aussi la voix, eh bien, on peut lui faire parler dans l'avatar IA, on peut le faire parler dans n'importe quelle langue, et ça, c'est intéressant. D'accord. Isabelle, qui est déjà utilisatrice, elle me demande, pour l'extraction OCR, y a-t-il un autre outil que ChatGPT-4 que je ne connais pas? Pour l'extraction de CR, il y a fireflies.ai. Après, voilà, ça dépend ce qu'on entend par extraction de CR. C'est parce qu'encore une fois, vous l'avez compris, il y a plusieurs étapes entre la prise de notes. Donc, on part de l'audio, on retranscrit la voix. Et là, pour moi, Whisper est le meilleur, même si Google a aussi une solution. Et après, eh bien, une fois qu'on a la retranscription, pour transformer ça en compte-rendu, après, derrière, effectivement, on peut utiliser que ce soit Bard, que ce soit même Mistral, si on l'éduque bien, si on le développe, etc. Eh bien, il y a plusieurs solutions comme ça, des intelligences artificielles. Après, ça va être deux choses. Ça va être le coût, ça va être aussi la prise en main, parce que par exemple, Mistral, il faut le mettre en place sur son ordinateur en local, ça peut être complexe. Et après, il y a la qualité de la rédaction entre Bard et ChatGPT. En termes de rédaction, de mise en contexte, de créativité peut-être de la phrase, moi je préfère GPT-4, mais pareil, on peut toujours utiliser Bard. Donc voilà, donc je dirais, si je dois sortir quelques noms comme ça, je dirais Bard, Claude 2, Mistral, et c'est déjà pas mal. Entendu, merci Virgile. Plusieurs questions justement autour de la gratuité. Est-ce que ChatGPT est gratuit, demande Sophie. Ok, alors ChatGPT, il y a une version gratuite, ok, qui est la version 3.5, on appelle ça, où là par contre on ne peut pas importer des documents. On ne peut pas le faire connecter avec Internet, parce que c'est possible de connecter à Internet, de lui dire va sur tel site Internet, par exemple. Donc, en termes de fonctionnalité, c'est assez limité. Mais il y a une version gratuite qui permet déjà peut-être de pré-rédiger des mails. Après, honnêtement, d'un point de vue professionnel, GPT-4, donc qui est payant, qui est à $20 par mois, est quand même assez intéressant. Non seulement au niveau des fonctionnalités, mais aussi au niveau de la compréhension de la requête et la qualité rédactionnelle. Et derrière, là, ce qui vient de sortir, c'est une version équipe, une ChatGPT Team, où là, par contre, eh bien, c'est à $25 par mois, où justement, on peut se construire une équipe. Et en fait, ce qui est intéressant avec cette version, c'est que déjà, on peut faire beaucoup plus de demandes, de requêtes, que sur ChatGPT 4. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la version gratuite, on n'est pas limité dans le nombre d'échanges avec ChatGPT. Dans la version payante, par contre, on est limité entre 40 à 50 toutes les 3 heures. D'accord? Et la version ChatGPT Team, c'est 100 requêtes à peu près toutes les 3 heures. Donc voilà. Donc on voit quand même qu'on peut faire plus de choses avec la version Team. Voilà. D'accord. Il y a Mathilde d'ailleurs qui nous demande, est-ce que cela fonctionne avec des formules complexes, avec beaucoup de paramètres? Sur Excel, j'imagine. Alors, ne le précise pas en tout cas. Ok. Alors, je vais répondre du coup sur les deux. Sur le fait de, est-ce que si je fais une demande détaillée, par exemple, pour faire on va prendre un exemple, une offre d'emploi de manière très précise, ok? Donc, si on fait là-dessus une requête assez longue,
Ça va aller. Ok, ça va aller en termes de complexité. Il va quand même bien tout prendre en compte. Et si on a bien posé la question, le résultat devrait être satisfaisant. Sur un fichier Excel, eh bien, oui, on peut demander des choses complexes sur le même fichier Excel. Ok, on peut pas demander de faire des passerelles entre plusieurs fichiers Excel. Sur le même fichier Excel, sur plusieurs onglets, on peut demander des choses complexes. Par contre, attention, moi je vois qu'il y a une marge d'erreur. Okay, donc je vois que des fois, il se loupe un petit peu. Donc, faut toujours avoir un peu en tête quand même de faire attention avec les éléments. Il peut par exemple ne pas prendre une colonne. Voilà. Donc, il faut quand même se méfier. Plus on augmente en complexité en fait, et surtout sur le fichier Excel. Voilà, je précise vraiment. Plus ça va être, faut faire attention. D'accord. Alors, Coralie, comment sont stockées les données dans ChatGPT? N'y a-t-il pas des problèmes de confidentialité? Ok. Très bonne question aussi. C'est quelque chose de très important pour les entreprises, je le sais. Alors, en fait, il y a une double réponse. C'est-à-dire que sur ChatGPT, il y a même une triple réponse. Sur ChatGPT, les données, enfin, ChatGPT n'est pas RGPD. Ok. Donc, ce que vous donnez à manger à ChatGPT, ça alimente en fait la machine pour qu'elle puisse apprendre. D'accord? Donc là, effectivement, c'est en fait public. La version Team qui vient de lancer, il semblerait, parce qu'elle vient de sortir, c'est pour ça, je prends quand même certaines précautions, il semblerait que en fait l'idée, c'est que les informations restent dans l'équipe et donc n'aillent pas ailleurs, et donc il semblerait qu'elles soient RGPD. Et par contre, la technologie derrière ChatGPT, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ChatGPT, c'est une interface. Mais derrière ChatGPT, c'est ce que je disais, il y a une technologie qui s'appelle GPT-3 ou GPT-4. Cette technologie-là, on peut l'utiliser directement sans passer par ChatGPT. Okay? Soit on fait simple, on paye un abonnement, on utilise ChatGPT, soit en fait, on va directement chercher la technologie GPT-4. Et en fait, on va payer en fonction de ce qu'on utilise. Et ça, par contre, ça peut être RGPD et ça peut être très protégé. Et donc, les entreprises qui veulent beaucoup rédiger du texte et qui veulent faire attention aussi en termes de sécurité et d'information de la donnée, eh bien, peuvent passer directement par la technologie derrière ChatGPT. Et puis également, ils peuvent utiliser ils peuvent négocier, on va dire, leur licence avec Microsoft, qui intègre l'intelligence artificielle pour bien aussi se protéger. Voilà, donc c'est un gros sujet. On a deux autres questions justement autour de la confidentialité. Je pense que ça interroge beaucoup de participants. Olivia qui nous demande est-ce que ChatGPT garde en mémoire les fichiers qu'on lui demande de traiter? Quid sur les informations confidentielles? Et j'enchaînerai également avec la question de Sarah qui dit est-ce que nos fichiers type informations personnelles ou voire informations concernant l'entreprise peuvent alimenter la base de l'IA et donc être utilisés par la concurrence? Ok. Alors donc les fichiers que vous donnez sur ChatGPT, donc ChatGPT 4 à $20 par mois, ça, en fait, forcément, il va les garder en mémoire pour alimenter sa base et pour progresser. D'accord? Encore une fois, si on veut se protéger, il semblerait que la version Team le fasse. Ok? Et donc, derrière, par contre, si on utilise la technologie GPT-4, pareil, ça c'est aux normes RGPD. Donc, a priori, en termes de protection de la donnée, ça c'est OK. D'accord? Ça ne va pas alimenter en fait toute la base. Et par contre, les fichiers qui sont en public et qui en fait sont transmis à la base, c'est pas qu'ils sont utilisés, ils peuvent pas être utilisés par la concurrence. C'est qu'en fait, ça va permettre à la technologie de progresser en fait dans sa compréhension de la demande de la concurrence. C'est juste ça. Mais par exemple, ils vont pas pouvoir directement sortir un fichier que vous avez pu faire, quoi. Ça pourra pas se faire comme ça. Mais par contre, effectivement, ça va être absorbé par la technologie
et la concurrence pourra, après, ça sert à tout le monde. Vous aussi, ça permet à faire progresser la machine. D'accord, très bien. Donc, Olivia et Sarah, voilà, vous avez les réponses à vos questions. Il y a Estelle qui demande quelle est la qualité des données. Alors, qualité des données, mais également qualité des sources. Ok. Si tu comprends la question, sinon on demande à Estelle de préciser un peu sa question. Je crois que j'ai compris la question. Alors, sur la qualité des sources, c'est mon métier, c'est pour ça. mais sur la qualité des sources, en fait, avant, ChatGPT ne pouvait pas aller sur Internet. Et donc, ça se basait sur une base de connaissances qui était injectée. Donc, effectivement, c'était surtout Wikipédia, c'était sur différents textes de recherche. Et maintenant, ça peut se connecter à Internet. Et ça peut aussi sortir la source Internet. Je vous donne un exemple très concret. J'ai un comptable qui m'a demandé de lui trouver une information, un texte de loi par rapport à une situation pour des jeunes entreprises innovantes. J'ai fait la demande à ChatGPT, il m'a sorti des textes de loi, je lui ai demandé « Ok, donne-moi les sources », il me les a sortis, on a retrouvé les éléments, c'était bien valide. Et donc, effectivement, si dans la requête, on lui demande d'aller chercher sur Internet, de nous trouver des informations actualisées, eh bien, il va pouvoir le faire. On peut même lui donner directement un site Internet en lui disant « voilà un article, fais-moi un résumé de ça ». Voilà, donc ça, c'est aussi possible. Sur la qualité des données, effectivement, qui en ressortent sur le textuel, encore une fois, ça va dépendre de la demande. Si on veut un texte bien écrit, il faut, donc c'est-à-dire en fait un texte bien écrit pour nous, parce que c'est subjectif, il faut faire une bonne requête en amont. Isabelle et Sophie qui ont également une question commune. Pourrait-on imaginer donner à ChatGPT un fichier Excel provenant de l'extraction des réponses aux entretiens annuels et lui demander d'analyser et faire une synthèse des éléments négatifs et positifs qui ressortent de l'ensemble des entretiens afin d'avoir une vision globale à un instant T? Oui, sans problème. Voilà. Pas besoin d'en dire bien plus. Sans problème. Ça, en fait, il va réussir à lire le fichier Excel. Il va faire, en fait, si le questionnaire est bien fait, c'est comme si on filtrait un peu, etc., qu'on se prenait la tête un peu là-dessus. Effectivement, il va pouvoir le lire, il va pouvoir faire les filtres, il va pouvoir bien comprendre la question. Et après, voilà, si la demande qui est de faire une analyse un peu de ces éléments-là, et donc, on s'entend, ce sera une pré-analyse. En fait, c'est toujours après à vous d'apporter le vernis par-dessus. Mais effectivement, en première couche, ça peut être très intéressant et là-dessus, pas de souci. D'accord, merci. Peux-tu redonner, pour Sonia, le nom de l'application de retranscription gratuite audio, retranscription audio gratuite? Alors, c'est Whisper ou vous voulez dire l'autre, c'est fireflies.ai. Voilà. Je pense voilà. Que c'était. Après, attention, dans la retranscription, par exemple, l'autre outil, fireflies.ai, n'est pas vraiment gratuit. Voilà, c'est des formes d'abonnement. Whisper est beaucoup moins cher. Par contre, effectivement, ça peut être un peu plus complexe à prendre en main. C'est-à-dire que Whisper, donc encore une fois, qui est pour moi le plus puissant, il faut, en fait, il n'y a pas d'interface comme ChatGPT. C'est-à-dire que du coup, il faut aller chercher, il faut faire un copier-coller du bout de code et après le faire fonctionner. Voilà. C'est pour ça que là, par contre, pour Whisper, peut-être qu'il faudra un petit peu d'aide technique. C'est pas dur, c'est pas que c'est dur. Mais par contre, il faut prendre un peu le temps de se plonger dedans. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas dur. Il y a Sophie d'ailleurs qui dit, sauf erreur, Claude 2 n'est toujours pas disponible en France. Savez-vous s'il le sera bientôt? Alors effectivement, Claude 2 n'est pas disponible en France. Pendant un moment, on pouvait l'utiliser avec un VPN, voilà, qui permettait en fait de se loguer comme si on était aux États-Unis. Là, je sais qu'ils ont fait une double authentification avec ils demandent en fait un numéro de téléphone américain
Donc, je sais que c'est un peu plus complexe. Alors, ce que je peux dire, c'est que Anthropic, qui est la solution, qui est l'entreprise qui est à l'origine de Claude 2, vient de faire une levée de fonds. Et donc, en plus de ça, ils ont fait un partenariat avec Amazon, voilà, qui a injecté plusieurs milliards de dollars. Donc, ce que je pense, c'est que ça va très vite arriver et vraiment se démocratiser en Europe. En fait, le problème avec Claude 2, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas aux normes RGPD, contrairement à GPT-4. Ok, on se rappelle, ChatGPT n'est pas aux normes, mais GPT-4, oui. Du coup, Claude 2 n'est pas RGPD. Et donc, effectivement, ils essayent de se protéger par rapport d'un point de vue juridique, en fait. On a de nouveau 3 questions autour des droits et de la confidentialité. Clémentine qui nous demande la retranscription, par exemple, d'un entretien téléphonique pose-t-elle un problème de droit au niveau de l'enregistrement de l'audio? À partir du moment où la personne a été prévenue et a donné son accord, je ne suis pas un expert juridique, hein, mais normalement, si vous avez prévenu, c'est comme là, en fait, si on fait une visioconférence, qu'on l'enregistre, et c'est le cas, et ça a été donc vous avez été prévenu, et donc personne n'a manifesté son désaccord, eh bien, on peut le faire. Donc voilà. Je pense qu'il faut faire attention à se préserver. Après, il n'y a pas forcément besoin de tout inscrire dans un contrat hyper détaillé. En tout cas, bien penser à poser la question avant de démarrer l'enregistrement, toujours. Et c'est vrai également pour les outils comme Teams, hein, je tiens à le rappeler également lorsque vous faites vos réunions de travail et que vous souhaitez les enregistrer. Christelle, lorsqu'on permet à l'IA d'accéder à nos données, deviennent-elles accessibles à tous? Alors, c'est pas qu'en fait, elles ne sont pas accessibles à tous, c'est-à-dire qu'elles alimentent la base de connaissances de l'IA. Ça lui permet en fait de progresser et de mieux vous comprendre. Mais par contre, voilà, personne ne va pouvoir demander l'adresse. Imaginons qu'on donne son adresse. Personne ne va pouvoir demander l'adresse de quelqu'un et que l'IA la sorte comme ça. Parce qu'elle a été programmée quand même pour faire attention aux données sensibles. Mais par contre, effectivement, l'IA va pouvoir la manger, la digérer et va mieux comprendre encore notre fonctionnement. Et une question d'Estelle pour terminer cette première étape de questions. Estelle qui demande la différence entre l'IA gratuit et la version payante. Si l'on est sur une version gratuite, les données mobilisées sont ouvertes et non confidentielles, n'est-ce pas? Donc elle demande confirmation. Qu'en est-il des versions payantes? Ok. Alors, il y a 2 versions payantes. Il y a ChatGPT 4 et il y a ChatGPT Team. Sur ChatGPT 4, nos données, comment on les utilise, sont effectivement, encore une fois, c'est pas RGPD, donc elles sont en fait digérées par la machine. Sur ChatGPT Team, il communique en tout cas sur le fait que ça reste fermé dans l'équipe et donc qui sont en normes aussi RGPD. Donc voilà. Donc moi, je demande quand même un peu à vérifier pour être sûr et pour vous donner une réponse à 100%. Il faut voir un petit peu. Mais en tout cas, voilà, faut savoir que ChatGPT 4, en tout cas, c'est comme la version gratuite de ce point de vue-là. Écoute, merci Virgile d'avoir pris le temps de répondre à toutes les personnes. Je te redonne la main pour que tu puisses poursuivre ta présentation si tu veux bien. Super. En tout cas, merci beaucoup pour vos questions. Il y en a eu beaucoup et c'est tant mieux, c'est bien. On est là aussi pour ça et on pourra toujours interagir encore après. Et donc, c'est vrai qu'il y a un angle qui est assez peu abordé quand on parle de l'intelligence artificielle. Et donc, je suis très content qu'on puisse le faire aujourd'hui. C'est effectivement développer sa posture professionnelle et accompagner les collaborateurs à développer leur posture professionnelle. Donc, forcément, il y a un premier sujet, c'est tout ce qui est hard skills, voilà, que vous connaissez. Mais donc, ça, c'est un peu l'évidence, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, OK, il va falloir maîtriser de nouveaux outils. OK, peut-être effectivement, comme il y a beaucoup plus de données, de la data, il va falloir mieux comprendre comment est-ce que je peux les extraire, comment est-ce que je peux faire du reporting, comment est-ce que je peux… Voilà, moi, je vois beaucoup d'équipes, que ce soit Market ou autres, qui effectivement, de plus en plus, ont cette tâche, cette compétence vraiment sur l'analyse de données. Également, eh bien, ça va être
de s'approprier, de maîtriser des technologies émergentes, donc l'intelligence artificielle, mais peut-être demain, effectivement, des collaborateurs auront des formations en réalité virtuelle, donc il va falloir maîtriser ces technologies-là. Et encore une fois, c'est pas du tout la science-fiction, je veux insister là-dessus, ça va aller très vite, parce que comme l'IA évolue de manière très vite, forcément, les technologies annexes, comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, vont vraiment s'accélérer. À côté de ça, il y a forcément la création. Alors, j'ai fait exprès d'utiliser un mot que pas tout le monde ne connaît, en tout cas j'espère, c'est la création de prompts efficaces. Alors, qu'est-ce que c'est un prompt? En fait, c'est quelque chose, c'est assez simple, c'est la requête que l'on fait dans une intelligence artificielle. Par exemple, tout à l'heure, quand j'ai demandé de me rédiger une séquence de 3 mails, ok, donc vous avez vu, il y avait un petit texte, ça c'est un prompt. Et donc, demain, dans les intelligences artificielles, la requête, la façon de demander à l'intelligence artificielle un résultat, on parlait par exemple tout à l'heure d'analyser un fichier Excel par rapport à des réponses, la requête, ça va être très important, et donc c'est ce qu'on appelle un prompt. Et donc pour ça d'ailleurs qu'il existe aujourd'hui du prompt engineering, de l'ingénierie de prompt, voilà, où ça se développe également, mais ça va être important demain pour les collaborateurs de maîtriser cette nouvelle compétence-là. Comment est-ce que j'interagis et j'échange avec l'intelligence artificielle? Très important. Et forcément, pourquoi pas derrière de la programmation et du développement web. Ce n'est pas une obligation, mais forcément, ceux qui maîtrisent un peu quelques bouts de programmation, un peu de développement, pourront aller plus loin, certainement, que les autres. Donc, il y a cette évolution-là de hard skills, forcément. Et donc, derrière, eh bien, il y a les soft skills. Et vous l'avez vu, par exemple, sur la créativité, où on voit effectivement que l'intelligence artificielle peut être un soutien là-dessus. L'adaptabilité, comment est-ce qu'on peut réussir à devenir de plus en plus adaptable aux différentes solutions. Travail d'équipe, comment est-ce que, en intégrant l'intelligence artificielle dans notre équipe comme un partenaire, on va dire ça comme ça, on peut quand même ensemble interagir. La gestion du temps, comment est-ce que je peux bien suivre mes tâches grâce aussi à l'intelligence artificielle qui peut vraiment aider sur tout ce qui est plan d'action, roadmap, etc. La gestion du stress pour les personnes qui ont vraiment du mal, qui se mettent avec tout ce qui est numérique, en fait, qui se mettent un peu une pression par rapport à ça. Et la communication, comment est-ce qu'on peut communiquer aussi en entreprise autour du virage numérique. Et puis, je voulais parler d'autres soft skills aussi très importants, à commencer par la pensée critique. Il faut que les collaborateurs aient en tête que effectivement, donc l'intelligence artificielle, il faut prendre du recul par rapport à ce qu'elle peut apporter. Il faut apporter une pensée critique sur ce résultat-là, toujours. Il y a une notion d'éthique et de responsabilité, forcément. On en a parlé au niveau de la confidentialité. C'est important que les collaborateurs fassent évoluer leur vision et ce regard-là aussi, éthique et responsable, pour l'entreprise, à chaque fois qu'ils peuvent interagir avec l'intelligence artificielle. L'empathie avec les collaborateurs où il y a une fracture numérique. Le management à distance, okay, parce que ça, on le voit de plus en plus avec les différents outils. Comment est-ce qu'on va pouvoir maintenir l'engagement des équipes? Et je sais que c'est un sujet très important, l'engagement des collaborateurs en entreprise. Comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui avec beaucoup plus de distanciel? L'intelligence émotionnelle, voilà, les managers, qui soient en interaction avec des clients ou avec des collaborateurs, c'est important de développer l'intelligence émotionnelle, l'écoute active par rapport aux besoins des équipes qui commencent à intégrer l'intelligence artificielle. La prise de décision, quand l'IA nous donne plusieurs résultats, plusieurs solutions, comment est-ce que je vais pouvoir choisir la bonne en fonction et en considération. Et enfin, apprendre à apprendre. Je disais tout à l'heure, faire une veille numérique, c'est important. Et donc, continuer à apprendre, donc vraiment à développer cette capacité-là à apprendre de nouvelles choses, de nouveaux outils, de nouvelles solutions. Et donc, moi, je voulais vous partager vraiment quelques cas, quelques retours d'expérience. Hein, on va pas non plus aller trop loin, mais je veux quand même vous partager quelques cas. Un premier cas, c'est avec une boîte de conseil, CEDEC, qui travaille beaucoup avec des seniors. Et
sans rentrer dans la confidentialité évidemment, un des sujets, c'était déjà de faire accepter l'intelligence artificielle par les équipes. Déjà, c'était ça qui était important. Et donc là, ce qui est très clair, c'est il ne suffit pas que la direction se dise « Ok, on a compris, l'IA c'est important, on veut tel outil ». Non, non. Il va falloir penser comment est-ce qu'on va communiquer ce virage numérique, comment est-ce qu'on va communiquer ces nouvelles ambitions, ces nouvelles façons de faire, ces nouveaux process auprès des équipes. Donc, voilà. Et donc, c'était forcément insufflé aussi auprès des managers la bonne communication pour qu'ils puissent rassurer et démystifier aussi l'intelligence artificielle. Une autre entreprise où là, c'était réfléchir à une utilisation qui soit pérenne. Et pour qu'elle soit pérenne, pour cette entreprise e-com qui était dans la radiocommunication, qui vend des produits, c'était déjà de se réfléchir, effectivement, de mettre les collaborateurs ensemble et aligner sur tout ce qui est éthique et responsabilité autour de l'intelligence artificielle. On veut utiliser l'IA, maintenant il faut l'utiliser de manière vraiment sereine, vraiment responsable, éthique, et donc c'était quelque chose de très important pareil. Également, Blantyre qui est dans la R&D, donc là vous l'avez compris, c'était aider les équipes à développer leur créativité avec l'intelligence artificielle, à intégrer ce nouveau partenaire dans les réunions brainstorming, et donc forcément ça pouvait être perturbant, ça pouvait être déroutant, et donc c'était faire en sorte que ça devienne un réel soutien, un réel partenaire, et donc là, voilà, sur la créativité, c'était quelque chose d'important, et on voit très clairement que les équipes, maintenant, ont beaucoup plus de solutions encore créatives et peuvent aller plus loin dans leurs idées. Également un cabinet conseil, un cabinet de comptabilité, Abax Conseil, voilà, où là, c'était en fait deux choses. Déjà, c'était maîtriser des nouveaux outils, okay. L'adaptabilité, parce que les clients des cabinets de comptabilité ont des nouveaux outils, le cabinet a de nouveaux outils, donc il fallait déjà accompagner les équipes pour comment est-ce que, ils pouvaient être beaucoup plus moteurs, beaucoup plus mobiles aussi d'un point de vue cognitif, comment est-ce qu'ils pouvaient être vraiment adaptables aux différentes solutions. Et puis également, il y a un peu plus de distanciel qui s'est installé. Donc, c'est comment est-ce qu'en fait, les collaborateurs pouvaient vraiment intégrer ces nouveaux usages, comment est-ce qu'ils pouvaient se sentir. Donc, il y avait un peu d'écoute active, un peu d'empathie, d'intelligence émotionnelle d'un point de vue des managers. Donc, c'est assez important. Et puis enfin, dernier, une entreprise dans le bâtiment. Et où forcément, c'était donc dans le bâtiment, on le sait, des fois, c'est un peu plus complexe. C'est un secteur qui a du mal à se numériser, même si de plus en plus, c'est le cas. Et donc, c'était effectivement bien comprendre, être en empathie aussi avec les équipes qui peuvent avoir du mal, qui peuvent être réfractaires même à l'intelligence artificielle et aux usages et aux nouveaux outils. Et donc, c'était être en empathie et donc bien échanger avec eux, écouter les besoins et les faire évoluer dans leur perception, encore une fois, des nouvelles technologies. Et pour aller plus loin, donc sur les soft skills, moi j'ai envie de vous partager aussi donc une formation M2I sur laquelle on a travaillé, et vous allez comprendre pourquoi c'était important que je vous en parle aussi aujourd'hui, pour aller au-delà des hard skills et soft skills. Hop. Donc normalement vous voyez mon écran. Donc voilà. On a eu la chance, avec Céline et son équipe chez M2I, de prendre du temps sur une formation qu'on a appelée « Améliorer ses pratiques RH grâce à l'intelligence artificielle ». Et donc, je reviendrai un peu sur les objectifs, mais il y a une première partie où, effectivement, on reprend un peu du contexte, okay. On a les différentes intelligences artificielles supervisées, le fameux deep learning, voilà. Également sur l'IA générative, parce que c'est important de faire un focus là-dessus. Revenir sur le buzz de ChatGPT, le cadre juridique, mais tout de suite après, sur une deuxième partie, on va sur les pratiques RH. Sur les pratiques RH et donc forcément sur automatisation des tâches RH. Peut-être que vous utilisez un SIRH aujourd'hui, mais en tout cas sur tout ce qui est la gestion de la paye, la suivi des présences, planification des ressources, voilà, tout ce qui est dans le recrutement, dans le sourcing,
Là, j'ai entendu tout à l'heure, vous utilisez un peu LinkedIn pour les messages, pour la chasse. Voilà, il y a des outils comme ça à LinkedIn qui peuvent être très intéressants sur aussi le recrutement, sur la gestion des CV, la gestion des talents, l'optimisation. Donc, c'est quelque chose de manière très concrète. Et après, sur une partie où effectivement, on revient un peu sur comment encourager la pensée critique, l'adaptabilité et les différents soft skills. Tout de suite derrière, c'est comment est-ce qu'on peut identifier ces compétences-là dans les entretiens de recrutement et comment forcément les faire évoluer au sein des équipes existantes. Et donc, tout de suite, de manière très concrète, élaborer un plan d'action, la gouvernance de l'IA au sein de l'organisation, la formation des équipes, l'évaluation continue. Avec derrière, on a été assez généreux chez M2I avec plein d'exercices sur des ateliers collectifs, des brainstorming, des études de cas, des mises en situation de manière très concrète. Donc, voilà, encore une fois, des plans d'action. Donc, vraiment, un maximum d'exercices parce que l'objectif, c'était c'est d'avoir quelque chose de très, très, très concret et pragmatique sur vos usages, sur vos utilisations. Et encore une fois, on peut faire énormément de choses aujourd'hui côté RH. Et ça se retranscrit dans les objectifs pédagogiques que vous pouvez revoir avec une première partie sur identifier et retenir les termes fondamentaux. On a vu un avec les prompts, comparer les différentes solutions, mais tout de suite derrière, les stratégies, les processus, comment est-ce qu'on va intégrer l'intelligence artificielle dans la gestion des ressources humaines, évaluer, interpréter les données relatives au RH, développer les compétences, et ça c'est important, comment est-ce qu'on peut identifier et développer des nouvelles compétences au sein des équipes, interpréter l'implication de l'IA et traduire dans un contexte spécifique RH. Tous ces éléments-là. Donc voilà, donc on a pensé à plein de choses. Hop, je reviens ici. Hop. Tac, je reviens sur mon PowerPoint. Hop. Donc, on vous a fait un programme vraiment orienté RH, très complet, très concret. Et je pense qu'on peut en être fier avec l'équipe M2I. Et donc, avant de repasser la parole aussi à Céline, pour conclure un petit peu ces éléments-là, et on va pouvoir passer après aussi une phase de questions-réponses. Les éléments que j'aimerais vraiment que vous reteniez, c'est déjà toutes les fonctions d'entreprise sont impactées. Okay, souvent, on entend parler des marketing RH. Non. Marketing communication. Non, la fonction comptabilité, finance, la fonction commerciale, la fonction RH, tout le monde est impacté par l'intelligence artificielle. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Parce qu'encore une fois, l'objectif de l'IA, c'est de nous soulager de certaines tâches chronophages et de nous aider à aller plus loin sur l'analytique. C'est un soutien, c'est un outil. Et prenez cette image, on ne va pas se dire qu'on va être remplacé par un marteau. Un homme n'est pas remplacé par un marteau. Par contre, ça l'aide à faire plus, à aller plus loin. Donc également, avoir cette dimension-là, soft skills, pour développer sa posture professionnelle et forcément hard skills également. Et puis enfin, M2I vous accompagne dans cette aventure. Et donc, juste pour aller rapidement, comme on est sympa chez M2I, au-delà de la fonction RH, on a construit plusieurs formations. Voilà, donc on retrouve forcément la partie RH, améliorer ses pratiques RH grâce à l'intelligence artificielle, mais également améliorer sa productivité et ses performances grâce à l'intelligence artificielle sur un jour, voilà, où c'est un peu plus condensé. Et également donc, autour des pratiques managériales et des pratiques commerciales avec la vente. Donc voilà, donc ça fait énormément d'éléments, je pense, à aller creuser et à compléter. Donc voilà, merci pour moi. Et donc on va pouvoir peut-être, Céline, si tu veux conclure, et on va pouvoir passer aussi à une phase de questions-réponses après. Merci Virgile pour ton animation. Tu nous as donné énormément de pistes très intéressantes et puisque je pense qu'on a tous apprécié, c'est ton partage de cas d'usage. Chacun a pu, j'espère en tout cas, se retrouver parmi les situations en entreprise que tu as pu présenter ce matin. Donc, comme tu viens très bien le présenter, donc avec Virgile, nous avons développé différentes formations qui sont en lien avec ce sujet de l'IA. Et ces formations vont vous permettre justement de vous approprier de nouveaux concepts et développer ainsi de nouvelles compétences.
Et l'IA devenant incontournable, il nous a semblé incontournable en tout cas de nous pencher nous aussi sur ce sujet-là et d'associer l'IA aux soft skills et aux nouvelles méthodes également de management. Nos formations s'adressent à tous les publics, hein. C'est pas uniquement les managers, c'est vraiment tout collaborateur dans l'entreprise. Ça, c'était important également de le préciser. Grâce au code qui s'affiche à votre écran, sur votre écran, vous pourrez bénéficier également de manière tout à fait exceptionnelle de 20% de remise sur ces 4 formations qui sont affichées à l'écran. Formations qui seront bien évidemment animées par Virgile également et par d'autres experts également chez M2I. On a également quelques questions là, si tu veux bien, Virgile, on va prendre le temps de répondre. On a Estelle qui nous dit quelle est l'empreinte carbone de toutes ces demandes formulées aux IA génératives. Alors après, ça dépend de quelle IA générative, mais c'est dur de faire une généralité. Mais ce que je peux dire, c'est que forcément, ça a une empreinte carbone importante puisque tout est basé sur des énergies fossiles. Après, ce qui est intéressant, c'est que Mistral AI, donc l'acteur français, essaye justement on va dire, d'utiliser moins de calculs, d'aller plus loin, mais justement avec moins de paramètres. Et donc, il essaye vraiment de développer autour de ça. Donc, ce que je peux dire, c'est que l'empreinte carbone est assez importante. Je sais que à Paris, il y a un hébergeur de données, un data center, qui essaye de vraiment limiter ça et qui essaye de justement recycler tout l'air pour éviter de trop refroidir. Parce que c'est ça, en fait, à chaque fois, ce qui est important, c'est que ça demande tellement de puissance de calcul que ça fait chauffer les serveurs et il faut tout refroidir. Donc, je sais qu'à Paris, ils travaillent beaucoup justement sur le recyclage de l'air pour éviter justement de dépenser justement là-dedans. Mais forcément, OpenAI, ChatGPT, les Américains, Claude 2 et autres, ça a une empreinte carbone assez importante. Et donc, ça va être un sujet, et c'est un peu le paradoxe entre on doit y aller dans tous les cas, d'un point de vue entreprise, pour être compétitif, et en même temps, il faut qu'on se pose la question pour notre avenir et pour l'avenir de nos enfants et des futures générations autour de l'environnement. Donc, c'est un sujet, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse apportée. Donc, encore une fois, voilà, c'est une empreinte carbone assez importante, même s'il y a des initiatives en France et en Europe pour essayer de le limiter. Sophie qui nous dit question peut-être difficile. Non, pas du tout, Sophie. Il n'y a pas de question difficile et vous avez raison de tenter de nous la poser. Elle dit il me semble que le sujet devient de plus en plus inévitable. Il doit être pris en charge au plus tôt dans les entreprises. Qu'en pensez-vous? Sommes-nous en retard en France? Ok. Déjà, merci pour votre question. C'est un sujet inévitable, c'est certain. Est-ce que les entreprises doivent adopter l'intelligence artificielle? Je suis biaisé forcément, mais ce que je peux vous dire, pour rencontrer des entreprises dans différents secteurs, là tout à l'heure je vous ai montré des entreprises de plusieurs secteurs, sur la radiocommunication, sur du service comptable, voilà. Moi ce que je peux vous dire, c'est que comme l'IA impacte non pas des secteurs mais des fonctions, pour moi c'est très important que les entreprises commence à intégrer l'intelligence artificielle, le fasse de manière, on va dire, quand même responsable, encore une fois, de manière pérenne. Il faut penser à la confidentialité si c'est le cas. Il faut penser aussi à bien aider, à accompagner les collaborateurs dans leur maîtrise de l'outil, parce que s'ils commencent à utiliser un outil, mais qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils se disent ça ne marche pas, au final, ils ne vont pas l'utiliser, ça ne va pas être déployé. Donc, c'est quelque chose de très important. Donc voilà. Et est-ce qu'on est en retard en France? Alors ça dépend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français utilisent beaucoup les ChatGPT et la suite Microsoft avec dedans ChatGPT. Donc voilà, je pense qu'on a un retard dans l'utilisation, mais on est en train de le rattraper très rapidement. Moi, je vois beaucoup d'entreprises sur Paris qui commencent vraiment à intégrer l'intelligence artificielle à fond. Et moi, j'interviens sur Toulouse, j'interviens sur Lyon, j'interviens dans d'autres villes que Paris. Et donc, je vois quand même qu'il y a une vraie conscience, une vraie prise de conscience des équipes. Après, sur les acteurs, sur les éditeurs de solutions, forcément, on est en retard, on a beaucoup moins de budget
Donc il y a moins de solutions souveraines en France et en Europe. D'ailleurs, en termes de, je vais faire le lien avec la question de Aude, hein, qui demandait si cette formation pouvait être éligible au FNE. Ben oui, cette formation est éligible au FNE, bien sûr. Par contre, concernant le CPF, en date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore associé de certification. Donc, c'est un projet qui est en cours au sein d'M2I, puisque nous avons un site CPF, un dédié CPF. D'ailleurs, je vous invite à le consulter, et peut-être que Thomas, dans le chat, tu pourrais nous mettre le lien, s'il te plaît, vers notre site CPF. Comme ça, vous aurez directement l'accès. Très prochainement, nous aurons sans doute une certification qui pourra s'associer à ces formations ou à une nouvelle formation. Donc, on vous tiendra également informé si vous le souhaitez. Pouvez-vous nous envoyer les programmes et les coûts de des formations? Eh bien, avec plaisir, Sabrina. On espère que vous serez nombreux également à participer à ces formations. Donc, on va vous envoyer également, vous mettre le lien. Thomas va vous mettre le lien vers notre site M2I Formation, où vous pourrez retrouver les 4 formations qu'on vous a présentées, les prochaines dates de formation et également le coût. Et d'ailleurs, vous aurez l'avantage de pouvoir bénéficier de 20% de remise sur le prix affiché sur notre site. Mais on vous remettra tout ça également dans le mail de remerciement que Thomas va vous adresser. Isabelle, l'IA pourrait-elle remplacer nos saisies comptables? Alors, je connais bien le sujet parce que j'ai été à la commission digitale de l'Ordre des experts comptables et je connais bien les différents outils de production ou outils de dématérialisation. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, les outils d'OCR, donc la reconnaissance d'image, sont vraiment de plus en plus puissants et permettent bien mieux de reconnaître des factures d'achat ou des notes de frais. Et sur la facture de vente, c'est encore plus facile parce que c'est directement depuis l'outil. Donc, ce que je peux dire, c'est que sur la saisie comptable, il y a une pré-saisie qui est faite qui est vraiment très, très intéressante par l'IA. Et ce qui est vraiment intéressant maintenant, en plus de ça, c'est que ça va pouvoir donc pré-saisir la facture et en même temps la connecter, la mettre en pièce jointe dans l'outil de production. Donc ça, c'est hyper intéressant pour les comptables. En plus de ça, ça peut aider au niveau du lettrage derrière. Donc, c'est pas que ça va remplacer la saisie comptable parce que, comment dire, il va toujours falloir vérifier. Okay, quand même, il faut faire attention. C'est des données très importantes. C'est quand même un enjeu. Donc, il faut faire attention. Mais par contre, ce qui est sûr, et puis il y aura toujours des factures peut-être un peu, je veux dire, chiffonnées ou autres, pas très claires, pas très lisibles. Mais ce qui est sûr, c'est que sur la saisie comptable, ça peut faire gagner énormément de temps. Et c'est tant mieux parce qu'encore une fois, l'objectif, c'est de limiter les tâches chronophages. Et il faut que les comptables, encore une fois, se réfléchissent à leur positionnement en complémentarité avec ces outils-là. Et donc réfléchissent sur l'accompagnement de clients, réfléchissent peut-être sur l'analyse, sur le reporting, sur ces choses-là. Voilà. En tout cas, sur la pré-saisie, il y a des outils hyper intéressants sur la reconnaissance d'image et qui permettent de vraiment avoir une marge d'erreur très réduite. Oui, comme tu le disais également précédemment, hein, important de garder l'esprit critique et d'analyser les réponses qui vous sont données par l'IA. Ça, c'est très, très important. On a 2 questions, Alexandra et Marion. Alors, Marion, les formations sont-elles présentielles ou distancielles? Eh bien, les deux, Marion. Les formations vous sont proposées à la fois en présentiel et en distanciel. Donc, vous retrouverez également ces informations sur notre site lorsque vous vous inscrirez à l'une de ces formations. Et puis alors Alexandra qui nous demande pour la formation améliorer sa productivité, est-ce qu'il y aura une manipulation des différents IA? La réponse est oui, si tu veux développer. Pardon, est-ce que tu peux reposer la question? Oui, elle demande si la formation améliorer sa productivité grâce à l'IA, est-ce qu'il y aura des manipulations? Est-ce que des manipulations sont prévues sur différents IA? Ok. Alors, moi, pour vous répondre, en tant que formateur, moi, en tout cas, j'aime bien faire les choses de manière très pragmatique. J'aime bien que ce soit adapté à vous, à votre entreprise, que vous puissiez assez rapidement vous approprier le sujet et les outils. Et donc, forcément,
ce que je montrais tout à l'heure en termes d'exercices pratiques, j'ai envie effectivement que ce soit très concret et effectivement vous faire pratiquer et vous montrer directement et non seulement vous montrer, mais vraiment vous faire utiliser les différents outils et qu'à la fin de la formation, vous ayez vraiment toutes les clés pour actionner et vraiment ce qu'on a pu voir assez rapidement. Ensuite, il y a toujours Alexandra qui demande pour la formation augmenter ses ventes grâce à l'IA, est-ce que cela concerne les ventes en B2B ou B2C? Et est-ce que c'est adapté à tout type de commerciaux? Oui, alors je vais répondre, si tu veux bien, Virgile, à cette question. Oui, cette formation peut convenir à la fois aux ventes en B2B et en B2C. Elle est adaptée à tout type de commerciaux. Quoi qu'il en soit, sur chaque programme, vous avez le public et le niveau à qui s'adressent nos formations. Et vous avez également la possibilité de nous confier vos formations en intra-entreprise, donc de manière spécifique, pour que nous puissions adapter le programme et le dérouler à vos publics, à votre contexte professionnel. Ça reste tout à fait possible. Donc, voyez si vous trouvez un programme qui colle bien à vos attentes. Et puis, si c'est pas le cas, effectivement, on vous mettra en relation avec l'un de nos conseillers formation et on pourra, avec Virgile, vous proposer une formation très adaptée à votre contexte. Oui, et pour compléter, moi, j'ai beaucoup coaché des business developers qui utilisaient les nouveaux outils, pas seulement LinkedIn, mais en fait, il faut voir ça comme des nouvelles façons de faire, des nouveaux usages commerciaux. Comment est-ce qu'on peut trouver des listes de leads? Comment est-ce qu'on peut automatiser certaines choses et personnaliser d'autres? Et donc, effectivement, ça peut toucher tout type de commerciaux. Et encore une fois, on va pratiquer, on va utiliser les outils. Isabelle qui demande, pensez-vous que son développement logiciel va arriver rapidement avec la dématérialisation obligatoire de nos factures? Quand elle dit son, c'est par rapport à un outil, c'est par rapport à... Pardon, est-ce que tu peux reprendre le début? Isabelle, si vous voulez préciser peut-être votre question, pensez-vous que son développement logiciel va arriver rapidement avec la dématérialisation obligatoire de nos factures? C'est sûr en tout cas que ça par rapport à la pré-saisie, par rapport à la saisie comptable. En fait, c'est sûr que ça va être un accélérateur. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de normes au niveau des factures. Donc, ça simplifie les choses. Et forcément, aussi d'un point de vue environnemental, on essaye de dématérialiser un maximum, de mettre dans des coffres forts électroniques probants. Et donc, forcément, ça va être un accélérateur. Et il y a toujours autour des métiers de la finance ou de la comptabilité, il y a Juliette qui nous demande si on va proposer un programme de formation IA spécifique pour les équipes finances comptables. Écoutez Juliette, on va y réfléchir. Si c'est un souhait de votre part et on va effectivement, on peut se poser avec Virgile et organiser ce type de formation très prochainement. Au jour d'aujourd'hui, ça ne fait pas partie des 4 formations qu'on vous a présentées, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, nous aussi, on va travailler sur de nouvelles formations autour de l'IA, parce que on le voit bien, ça se développe dans tous les services. Une question de Sabrina qui nous demande, alors ce sera peut-être plutôt un sociologue de répondre, je ne sais pas, y a-t-il des métiers RH qui vont disparaître à terme? Oh, est-ce qu'il y a des métiers RH? En fait, non, c'est pas des métiers RH qui vont disparaître. En fait, ils vont évoluer. Je vous donne un exemple concret. Imaginons un RH qui organise aujourd'hui des entretiens de recrutement. Eh bien, demain, peut-être qu'il organisera quelques entretiens de recrutement en réalité virtuelle parce qu'il y aura une personne qui sera loin, dans un autre pays. Et donc, effectivement, il faudra organiser cet entretien en réalité virtuelle. Et donc, il y aura une nouvelle interaction, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'interagir. Donc, voilà, ces métiers RH sur la gestion de la paye et autres, c'est pas qu'ils vont être remplacés, mais ils vont évoluer avec les nouveaux outils. Eh bien, ce sera la dernière question de Sabrina. Merci beaucoup, Sabrina. On a répondu à toutes vos questions. Il y en a eu beaucoup, donc c'est vrai que c'est un sujet qui vous intéresse énormément, voire vous préoccupe également, vous interroge, et on peut le comprendre. Merci en tout cas, vous avez été près de 200 à participer aujourd'hui à ce webinaire.
qui va se terminer. On vous remercie tous, toute l'équipe d'M2I vous remercie pour votre participation. Un grand merci Virgile. Merci à Thomas pour ton soutien technique. J'ai pu voir que dans le chat, tu avais répondu au fil de l'eau. Certaines personnes ont rencontré des problèmes techniques. Oui, tout à fait. Vous allez recevoir l'enregistrement. Oui, ça sera fait. Il n'y aura aucun problème pour ça. Merci à vous deux. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une très agréable journée et j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir.